La sonnerie stridente de mon téléphone à 2h17 du matin m'a tiré d'un sommeil profond. La voix de ma mère a crépité dans le haut-parleur, hystérique et désespérée. « Gary, Dieu merci, tu as répondu. Ton frère Jake est dans un état critique à l'hôpital Saint-Maries. Il a eu un terrible accident de moto et a besoin d'une chirurgie d'urgence tout de suite. On a besoin de $20 000 immédiatement, sinon il souffrira toute la nuit et on lui mettra toutes les factures médicales sur le dos. S'il te plaît, tu dois nous aider. » Je me suis frotté les yeux, encore groggy, tandis qu'elle continuait de sangloter. « Ta sœur Amanda enverrait l'argent instantanément si on le lui demandait. » Ces mots m'ont frappé comme une gifle. « Appelle ta précieuse fille », ai-je répondu froidement, puis j'ai raccroché et je me suis rendormi. Le sommeil n'est pas venu facilement après cet appel. Allongé dans l'obscurité de mon appartement de Denver, les souvenirs ont reflué comme des visiteurs importuns. En grandissant dans notre maison de banlieue du Colorado, j'étais toujours le second choix, celui qui n'était pas tout à fait à la hauteur de la prétendue brillance de mes frères et sœurs. Jake, de 3 ans mon cadet, ne pouvait rien faire de mal aux yeux de mes parents. Quand il a accidenté la voiture de papa à 16 ans, ils lui ont acheté une moto neuve pour son anniversaire 2 semaines plus tard. Amanda, ma sœur aînée de 4 ans, a eu un mariage de conte de fées qui a coûté $35 000 à mes parents, avec un enterrement de vie de garçon à Cabo. Pendant ce temps, quand j'ai été diplômé major de ma promotion au lycée, mes parents ont manqué la cérémonie pour assister au match de championnat de la petite ligue de Jake. Quand j'ai eu besoin d'aide pour mes prêts étudiants, papa a dit que le caractère se forgeait par la lutte et le travail acharné. J'ai cumulé 3 emplois pour payer mon diplôme en informatique tout en regardant mes parents donner de l'argent à Jake chaque fois qu'ils le demandaient. Le favoritisme n'était pas subtil. Il était flagrant et cruel. Mon ex-femme Sarah a été témoin de ces dynamiques familiales pendant nos 5 ans de mariage. Elle a vu ma mère critiquer tout, de mes choix de carrière à ma coupe de cheveux, tout en faisant l'éloge du dernier plan de Jake pour devenir riche rapidement. Pendant la planification de notre mariage, mes parents ont contribué à hauteur de $500 tout en mentionnant constamment combien ils avaient dépensé pour la célébration d'Amanda. Sarah a finalement explosé lors d'un dîner de famille quand mon père a interrompu l'annonce de ma promotion pour se vanter du nouveau travail de barman de Jake. La tension due au traitement de ma famille a contribué de manière significative à notre divorce il y a 2 ans. Maintenant, j'ai Lisa, ma petite amie depuis 18 mois, qui soutient ma décision de maintenir des limites avec ma famille. Elle a été témoin d'assez d'appels téléphoniques et de chantage affectif pour comprendre pourquoi j'ai pris mes distances. Lisa travaille comme vétérinaire et a ses propres relations familiales saines, ce qui rend le contraste avec les miennes encore plus saisissant. Elle m'a encouragé à rester ferme face à leurs manipulations, bien qu'elle ne saisisse pas pleinement la profondeur de l'abus émotionnel que j'ai subi en grandissant. L'ironie des paroles de ma mère m'a profondément piqué. Amanda, la précieuse fille qui m'a emprunté $15 000 pour la compte de sa maison il y a 5 ans et n'a jamais remboursé un centime. La même Amanda qui m'a convaincu de co-signer son prêt auto, puis a fait défaut, me laissant responsable des paiements d'un véhicule que je n'avais jamais conduit. Pourtant, d'une manière ou d'une autre, j'étais toujours dépeint comme l'égoïste pour avoir fixé des limites concernant l'argent et le respect. Alors que je fixais mon plafond, quelque chose me chicotait à propos de l'appel. L'histoire de ma mère semblait répétée, comme si elle avait pratiqué les mots. Jake possédait une moto, bien sûr, mais il avait posté sur les réseaux sociaux la veille à propos de ses plans pour le week-end. J'ai attrapé mon téléphone et vérifié Instagram. Il y avait Jake dans un casino, portant une veste de créateur que je n'avais jamais vue, exhibant des bijoux coûteux et souriant à côté de machines à sous. L'horodatage indiquait 23h47, un peu plus de 2 heures avant l'appel frénétique de ma mère à propos de son supposé accident. Mon estomac s'est noué tandis que les pièces du puzzle s'assemblaient. Jake avait l'air parfaitement bien sur ses photos, en bonne santé et profitant clairement de l'argent qu'il n'aurait pas dû avoir. Les vêtements chers, les bijoux, le sourire confiant de quelqu'un qui venait de gagner gros. Rien de tout cela ne correspondait à l'histoire désespérée de ma mère sur une chirurgie d'urgence et des factures médicales qui s'accumulaient. Quelque chose n'allait pas du tout dans ce tableau, et mon instinct me hurlait que je venais d'esquiver une manipulation soigneusement orchestrée. Mon téléphone a vibré à 7h30 le lendemain matin. Le nom d'Amanda s'est affiché à l'écran, et je me suis préparé à l'assaut verbal qui allait sûrement suivre. J'ai répondu à la 4e sonnerie. « Espèce de salaud sans cœur », a-t-elle crié avant que je puisse dire bonjour. « Comment as-tu pu abandonner Jake quand il avait le plus besoin de toi ? J'ai dû envoyer les 20 000 moi-même parce que tu étais trop égoïste pour aider ton propre frère.
Je me suis assis dans mon lit, instantanément alerte. Attends, tu as déjà envoyé l'argent? Bien sûr que je l'ai fait. Contrairement à certaines personnes, je me soucie réellement de la famille. Mais j'ai besoin que tu me rembourses la moitié. 10 000 $, Gary. Je ne devrais pas avoir à porter tout ce fardeau seul. Ces paroles ont confirmé mes soupçons de la nuit précédente. Amanda, dans quel hôpital est Jack? Exactement. Saint-Maries. Évidemment, maman te l'a dit. Quel saint? Maries? Il y en a 3 à Denver. Un silence. Le principal, au centre-ville. Pourquoi poses-tu des questions stupides au lieu de trouver comment me rembourser? As-tu réellement vu Jack? Lui as-tu parlé directement? Un autre silence, plus long cette fois. Je fais entièrement confiance à maman et papa. Ils ne mentiraient pas sur quelque chose d'aussi sérieux. Tu cherches juste des excuses pour éviter d'aider. La défensive dans sa voix a soulevé des drapeaux rouges. Amanda attaquait toujours quand elle était acculée, déviant avec des accusations plutôt que de répondre à des questions directes. C'était un schéma que je reconnaissais depuis l'enfance. Amanda, je vais te poser une question, et je veux une réponse franche. Quand exactement cet accident a-t-il eu lieu? Hier soir vers minuit. Gary, pourquoi m'interroges-tu? Jack souffre et tout ce qui t'importe, c'est de jouer au détective. Mais sa chronologie ne correspondait pas aux photos du casino. J'avais fait des captures d'écran des publications de Jack, et la plus récente était horodatée bien après minuit. Soit Amanda mentait, soit quelqu'un lui donnait de fausses informations. Après avoir raccroché face à ces demandes continues de remboursement, j'ai appelé l'hôpital Saint-Maries du centre-ville. La réceptionniste était serviable mais ferme. Aucun patient nommé Jack Reynolds n'avait été admis au cours des dernières 48 heures. J'ai appelé les 2 autres établissements Saint-Maries avec des résultats identiques. Mon frère n'était dans aucun hôpital. Ensuite, j'ai contacté Marcus, le colocataire de Jack de leur appartement partagé à Capitol Hill. Marcus a décroché à la 2e sonnerie, l'air ensommeillé. Gary, quoi de neuf, mec? Un peu tôt pour un appel de courtoisie. Marcus, j'ai besoin de te poser une question sur Jack. Est-ce qu'il va bien? A-t-il eu un accident hier soir? Marcus a ri. Un accident? Mec, Jack est parti il y a 3 jours pour Vegas avec sa nouvelle copine, Crystal. Il se vantait d'un gros coup qu'il avait prévu, parlant de toucher le jackpot et de rembourser toutes ses dettes. Il a dit qu'il serait de retour d'ici mardi avec assez d'argent pour déménager et avoir son propre appart. Mon sang s'est glacé. Vegas. Il est parti depuis 3 jours. Ouais, mec. Il est parti mercredi matin dans la voiture de Crystal, tout excité par le plan qu'il mijotait. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Après avoir expliqué la situation à Marcus, qui était à juste titre choqué, j'ai raccroché, le cœur au bord des lèvres. Ma famille avait coordonné un mensonge élaboré pour me voler de l'argent, à moi et à Amanda. Mais pourquoi Amanda participerait-elle à sa propre arnaque, à moins que... Mon téléphone a vibré avec un SMS de Brad, le mari d'Amanda. Gary, appelle-moi quand tu auras ce message. Je ne peux pas parler à la maison, mais il y a des choses sur Amanda que tu dois savoir. Retrouve-moi au Starbucks de la 15e rue à midi si possible. Brad avait toujours été le plus raisonnable dans la vie d'Amanda, s'excusant souvent en privé pour son comportement lors des réunions de famille. Il travaillait comme comptable et avait une réputation d'honnêteté et d'intégrité. S'il me contactait en secret, la situation était plus grave que je ne l'avais imaginé. À midi, j'ai trouvé Brad assis dans une banquette d'angle, l'air hagard et nerveux. Des cernes sombres sous les yeux suggéraient qu'il n'avait pas beaucoup dormi dernièrement. Merci de me rencontrer, dit-il doucement. Je ne pouvais pas dire ça au téléphone ou à la maison. Amanda vole à son travail. Il y a environ 2 mois, elle a commencé à prendre de l'argent sur les comptes clients de l'agence immobilière. De petites sommes au début, mais ça a vite dégénéré. Mon cœur s'est serré. Amanda travaillait comme comptable pour une agence immobilière prospère, gérant quotidiennement des milliers de dollars en dépôts et commissions de clients. On parle de combien, Brad? La semaine dernière, environ 47 000 $. Il y a un audit prévu pour vendredi prochain, et elle panique. Elle a joué en ligne pour essayer de regagner ce qu'elle a volé, mais ça n'a fait qu'empirer les choses. Elle doit de l'argent à son bookmaker,
a maximisé ses cartes de crédit et a pris une deuxième hypothèque sur notre maison sans me le dire. Les pièces du puzzle se sont soudainement emboîtées. Amanda n'avait pas envoyé 20 000 $ pour aider Jake. Elle avait besoin de ma contribution pour l'aider à couvrir son propre détournement de fonds avant que l'audit n'expose ses crimes. L'appel d'urgence de mes parents ne concernait pas les factures médicales de Jake, mais la tentative désespérée d'Amanda d'éviter la prison. Brad, est-ce qu'elle sait que tu me parles? Mon Dieu, non. Elle perdrait la tête si elle savait que j'étais là. Mais Gary, je ne peux plus faire partie de ça. Notre mariage s'effondre, et j'ai terriblement peur que nous perdions tout. Je voulais que tu saches la vérité avant que tu ne sois entraîné plus profondément dans le plan qu'ils sont en train de monter. Alors que je rentrais de cette réunion, mon téléphone sonnait à plusieurs reprises avec des appels d'Amanda exigeant son remboursement. Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, j'ai commencé à planifier mon prochain mouvement, sachant que le tissu de mensonges de ma famille était sur le point de s'effilocher complètement. J'ai conduit directement chez mes parents à Lakewood, une modeste maison de plein pied qu'ils possédaient depuis 28 ans. L'allée avait besoin d'être refaite, et le jardin de devant montrait des signes de négligence qui n'étaient pas là lors de ma dernière visite 6 mois plus tôt. Je n'ai pas appelé à l'avance. La surprise était essentielle pour ce que j'allais faire. À travers la fenêtre du salon, je pouvais voir mon père, Robert, faire les 100 pas tout en parlant de manière animée sur son téléphone. Je me suis approché furtivement pour écouter, restant caché derrière leur buisson de genévriers envahissants. Le gamin a tout gobé, disait papa. Amanda a déjà transféré sa moitié, donc on est en bonne position de toute façon. Si Gary suit, on partage en 3 comme prévu. Sinon, on a quand même assez pour gérer le problème immédiat. Mon estomac s'est retourné en entendant mon propre père parler de moi comme d'une cible dans une arnaque. J'ai attendu qu'il termine l'appel avant de frapper à la porte d'entrée. Maman a répondu avec des yeux rouges et gonflés et m'a immédiatement jeté les bras autour du cou. Gary, Dieu merci, tu es venu. As-tu reconsidéré l'idée d'aider pour les factures médicales de Jake? Chaque heure compte en ce moment. En fait, je suis ici parce que j'ai quelques questions sur l'état de Jake. Ça ne te dérange pas si j'entre? Papa est apparu derrière elle avec la même fausse expression concernée que j'avais vue d'innombrables fois pendant mon enfance quand il était sur le point d'annoncer une mauvaise nouvelle qui, d'une manière ou d'une autre, devenait de ma faute. Fils, ce n'est pas le moment de poser des questions. Ton frère a besoin d'une chirurgie d'urgence et nous manquons de temps. Les médecins nous pressent pour le paiement. Je me suis assis sur leur canapé à carreaux familiers sans y être invité. Quel médecin, papa? Quels sont leurs noms? Docteur Thompson au service des urgences, répondit-il rapidement. Et le docteur Martinez, le chirurgien, à l'hôpital Saint-Maries du centre-ville. C'est ça. Intéressant, parce que j'ai appelé Saint-Maries ce matin. Aucun patient nommé Jake Reynolds n'y a été admis. J'ai aussi appelé les 2 autres Saint-Maries de la région métropolitaine. Même histoire. La couleur a quitté leurs 2 visages. Maman s'est assise lourdement dans le fauteuil de papa pendant qu'il restait debout, son attitude confiante se fissurant. Peut-être qu'il y a eu une confusion avec le système informatique, dit faiblement maman. Les hôpitaux font des erreurs tout le temps. Maman, j'ai aussi parlé à Marcus, le colocataire de Jake. Jake est parti pour Las Vegas il y a 3 jours avec sa petite amie. Il n'est dans aucun hôpital. La mâchoire de papa s'est serrée, un signe révélateur que sa colère montait. Marcus est confus. Jake lui a dit qu'il allait ailleurs pour brouiller les pistes. Il reçoit des menaces de mort de la part de gens dangereux à qui il doit de l'argent. Chaque nouveau mensonge s'appuyait sur le précédent, mais leur histoire ne cessait de changer. D'abord, c'était un accident de moto. Maintenant, c'était des menaces de mort et une protection des témoins. J'ai sorti mon téléphone et je leur ai montré les photos de Jake au casino de la nuit précédente. Expliquez ça, alors. Jake a posté ces photos d'un casino de Las Vegas à 23h47 hier soir, plus de 2 heures avant que vous m'appeliez pour sa chirurgie d'urgence. Maman a fondu en larmes tandis que le visage de papa devenait rouge de colère. Tu ne comprends pas la situation, Gary. Oui, Jake est à Vegas, mais il a de gros ennuis avec des gens très dangereux. Ils le tueront s'il ne paie pas ce qu'il doit. Combien doit-il, papa? 30 000 $, peut-être plus maintenant avec les intérêts et les pénalités. Alors, vous avez décidé de m'arnaquer, moi et Amanda, pour 20 000 afin d'aider à couvrir les dettes de jeu de Jake.
Ce n'est pas une arnaque, a explosé papa. C'est la famille qui aide la famille. Tu as un bon travail, pas d'enfants, des dépenses minimales. Amanda a des économies de son travail dans l'immobilier. Jake est notre fils et il est en réel danger. La porte d'entrée s'est ouverte et Madame Henderson, la voisine, a jeté un coup d'œil. Robert, Linda, je suis désolé de vous interrompre, mais je n'ai pas pu m'empêcher d'entendre des voix s'élever. Est-ce que tout va bien? Madame Henderson avait 73 ans, était vive comme l'éclair, et vivait à côté de mes parents depuis 15 ans. Elle m'avait vu grandir et avait toujours été gentille avec moi, commentant souvent tout ce que j'avais accompli malgré le manque de soutien de ma famille. Tout va bien, Margaret, dit rapidement maman. Juste des affaires de famille. Madame Henderson m'a regardé droit dans les yeux. Gary, mon cher, j'espère que tu ne te laisses pas avoir par une autre de leurs histoires. Tes parents racontent différentes histoires aux gens sur le besoin d'argent depuis des mois. D'abord, c'était des réparations de toit, puis des factures médicales pour le prétendu traitement contre le cancer de ta mère, puis quelque chose à propos de frais juridiques pour un procès. Mes parents avaient l'air mortifiés, tandis que Madame Henderson continuait. Ils ont emprunté 5 000 $ au Johnson d'en face pour des réparations d'urgence à la maison qui n'ont jamais eu lieu. Les Malois leur ont prêté 3 000 $ pour l'opération de ta mère qu'elle n'a clairement jamais eue. La pauvre Madame Chan leur a donné 1 500 $ après qu'ils aient prétendu que leur voiture avait été détruite. L'ampleur de leur tromperie était stupéfiante. Mes parents avaient systématiquement escroqué leurs voisins et amis, inventant différentes histoires larmoyantes pour extorquer de l'argent à quiconque était prêt à écouter. Madame Henderson, dis-je prudemment. Depuis combien de temps cela dure-t-il? Au moins 6 mois, probablement plus. J'ai commencé à suivre après qu'ils m'aient approché avec leur première histoire sur le besoin d'aide pour les impôts fonciers. Quand les mêmes factures continuaient d'arriver dans leur boîte aux lettres des semaines plus tard, j'ai réalisé qu'ils avaient menti. Après le départ de Madame Henderson, j'ai confronté mes parents directement. Combien de personnes avez-vous volé? Nous n'avons rien volé, a insisté papa. Nous avons demandé une aide temporaire à notre famille et à nos amis pendant des moments difficiles. Temporaire? Avez-vous remboursé quelqu'un? Le silence a rempli la pièce. Maman fixait ses mains tandis que le visage de papa passait par la colère, la honte et le défi. Papa, je dois vérifier quelque chose. Où gardez-vous vos documents financiers? Ça ne te regarde pas, Gary. Mais je me dirigeais déjà vers leur chambre, où ils avaient toujours gardé les papiers importants dans le vieux classeur de papa. Ce que j'y ai trouvé m'a glacé le sang, des demandes de carte de crédit à mon nom et avec mon numéro de sécurité sociale, certaines datant de 5 ans. Ils avaient ouvert des comptes à mon nom, effectué des paiements minimums pour les maintenir actifs, et utilisé le crédit disponible pour financer leur style de vie et leurs escroqueries. Mon crédit avait été détruit à mon insu. La trahison était si complète, si calculée, que je me sentais physiquement malade. Ce n'étaient pas des parents désespérés prenant de mauvaises décisions. C'étaient des criminels de carrière qui se trouvaient partager mon ADN. Quand je suis retourné dans le salon avec les preuves, mes 2 parents se sont effondrés. Maman sanglotait de manière incontrôlable tandis que papa a finalement admis la vérité, il menait ses escroqueries depuis des années, utilisant l'argent pour maintenir leur niveau de vie après que papa ait perdu son emploi de vendeur 3 ans plus tôt. Les dettes de jeu de Jake étaient réelles, mais l'urgence hospitalière était complètement fabriquée pour nous manipuler, Amanda et moi, afin que nous fournissions de l'argent rapidement. L'appel téléphonique que j'avais surpris ne concernait pas le partage d'argent en 3 entre les membres de la famille. C'était papa qui se coordonnait avec Jake sur la façon de diviser le produit de leur dernière arnaque, avec Amanda et moi comme victimes involontaires. En quittant leur maison cet après-midi-là, j'ai réalisé que ma famille n'était pas seulement dysfonctionnelle. Elle était activement criminelle. L'appel de 2h17 du matin avait été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase dans un schéma d'abus qui s'étendait sur des décennies. Pour la première fois de ma vie, je me sentais complètement libéré de toute obligation de protéger des personnes qui ne me voyaient que comme une source d'argent à voler. Trouver Jake à Las Vegas a nécessité un peu de travail de détective, mais les comptes de réseaux sociaux de Crystal ont fourni suffisamment d'indices pour les retrouver. Elle avait posté des photos de divers casinos, et son enregistrement le plus récent était à l'hôtel Flamingo. J'ai appelé leur réception et j'ai confirmé que Jake Reynolds était enregistré comme client. Quand Jake a répondu au téléphone de sa chambre, sa voix semblait tendue et épuisée, bien loin du ton confiant de ses publications sur les réseaux sociaux. « Gary, comment m'as-tu trouvé ici ? Nous devons parler,
Jake. Es-tu vraiment en difficulté avec des usuriers? Ou est-ce un autre mensonge? Une longue pause. C'est compliqué, mec. Je veux dire, ouais, je suis dans la merde avec des gens peu recommandables, mais ce n'est pas ce que maman et papa t'ont dit. Je prends l'avion demain. Nous allons avoir une conversation honnête pour une fois dans notre vie. Le vol de 90 minutes pour Las Vegas m'a donné le temps de traiter tout ce que j'avais appris au cours des dernières 24 heures. Le dysfonctionnement de ma famille avait évolué vers le crime organisé, chaque membre jouant un rôle spécifique dans diverses escroqueries et arnaques. J'étais l'étranger qui était devenu leur cible principale, le frère qui avait réussi, dont la culpabilité et la loyauté pouvaient être instrumentalisées à des fins financières. J'ai trouvé Jake dans le bar du casino du Flamingo, l'air hagard et nerveux. Crystal était assise à côté de lui, une femme menue aux cheveux rouges vifs et aux yeux inquiets. Elle travaillait comme ancienne croupière de casino qui avait quitté son emploi pour aider Jake, bien que je soupçonne que ses motivations n'étaient pas entièrement altruistes. « Gary, merci d'être venu », dit Jake sans son arrogance habituelle. « Je sais que ça a l'air mal, mais j'ai besoin que tu comprennes ce qui s'est vraiment passé. Commence par le début et n'oublie rien. » L'histoire de Jake s'est déroulée comme un cauchemar. Il jouait beaucoup depuis 2 ans, commençant par de petites parties de poker et escaladant jusqu'à des visites de casino à hauts enjeux. Nos parents étaient au courant de sa dépendance, mais au lieu d'encourager un traitement, ils avaient commencé à utiliser ses dettes comme des opportunités pour leurs propres escroqueries. Ils ont couvert mes pertes en volant des parents et des amis, a admis Jake. Chaque fois que j'accumulais une dette sérieuse, ils inventaient une histoire d'urgence pour récolter de l'argent de la famille. L'histoire de l'accident de moto, c'était leur idée, pas la mienne. Combien dois-tu réellement, Jake? 37 000 $ à Vincent Caruso plus les intérêts qui s'accumulent quotidiennement. Il n'est pas du genre patient. Crystal a parlé pour la première fois. Les hommes de Vincent appellent toutes les heures. Ils sont au courant de l'escroquerie familiale et veulent la totalité du montant, que tu paies ou non. Gary, tu es maintenant considéré comme faisant partie de la dette parce que ta famille a utilisé ton nom dans leurs négociations. Mon cœur s'est serré, en refusant de payer, je ne m'étais pas protégé. Je m'étais involontairement transformé en cible pour des gens qui réglaient les différends par la violence. Jake, as-tu accepté ce plan pour nous arnaquer, moi et Amanda? Ils ne pouvaient pas me regarder dans les yeux. Maman et papa m'ont promis 10 000 s'ils pouvaient obtenir 20 de vous deux. J'étais désespéré, Gary. Ce ne sont pas des gens que tu peux simplement ignorer en espérant qu'ils disparaissent. Et l'argent d'Amanda? Elle est censée avoir déjà envoyé 20 000. Jake et Crystal ont échangé un regard. Amanda n'a jamais rien envoyé, a dit Crystal. Elle avait besoin de cet argent pour couvrir ses propres problèmes. Tes parents vous ont tous monté les uns contre les autres, utilisant la crise de chaque personne pour manipuler les autres. La complexité de leur plan était à couper le souffle. Mes parents avaient convaincu Amanda que Jake était mourant et qu'elle devait aider, tout en disant simultanément à Jake qu'Amanda avait déjà contribué et en me pressant d'égaler sa prétendue générosité. En réalité, aucun argent n'avait changé de main, à l'exception de ce qu'ils avaient volé par fraude à la carte de crédit et par des escroqueries de voisinage. Jake, depuis combien de temps maman et papa m'ont-ils ces arnaques? Honnêtement, des années. Papa a perdu son emploi de vendeur quand son entreprise a réduit ses effectifs, mais ils ne l'ont jamais dit à personne. Ils vivent à crédit, avec des hypothèques inversées, et avec tout ce qu'ils peuvent arnaquer de la famille et des amis. Mes dettes de jeu leur ont juste donné une histoire plus urgente à raconter. Un homme en costume cher s'est approché de notre table, et le visage de Jake est devenu pâle. Vincent Caruso était plus jeune que je ne l'avais imaginé, peut-être 35 ans, avec le genre de calme qui suggérait que la violence n'était qu'un autre outil de travail. Jake, je pensais que nous avions convenu que tu aurais des progrès à signaler maintenant. Monsieur Caruso, voici mon frère, Gary. Il est ici pour aider à trouver une solution. Vincent m'a étudié attentivement. Votre famille a été très créative avec les plans de paiement, monsieur Reynolds. Malheureusement, la créativité ne paie pas les intérêts sur les dettes impayées. Combien mon frère vous doit-il réellement? Ai-je demandé directement. À ce matin, 41 750 $. Ce nombre augmente d'environ 200 $ par jour. Et quelle est mon implication dans cette dette? Vos parents ont contacté mes associés en affirmant que vous étiez solvable pour tout manque à gagner dans leur plan de paiement. Cela fait de vous un garant dans nos registres, que vous ayez accepté ou non cet arrangement.
Le restaurant m'a soudain semblé très petit. Vincent ne faisait pas de menaces. Il expliquait simplement des termes commerciaux avec le ton désinvolte de quelqu'un qui discute de la météo. Cristal a attrapé ma main sous la table et je pouvais la sentir trembler. Monsieur Caruso, je n'avais aucune connaissance de l'accord de ma famille et aucune intention de garantir les dettes de jeu de quiconque. J'apprécie votre position, monsieur Reynolds, mais les intentions ne modifient pas les obligations contractuelles. Votre famille doit de l'argent, et ils vous ont présenté comme un participant volontaire au remboursement. Nous devrons voir des progrès significatifs dans les prochaines 48 heures. Après le départ de Vincent, Jake s'est complètement effondré. Gary, je suis désolé. Je n'ai jamais voulu que tu sois entraîné dans ce pétrin, mais j'avais peur et j'étais désespéré. Ces gens ne négocient pas et n'accordent pas de prolongation. Ils recouvrent ce qui leur est dû, point final. En regardant mon jeune frère, je n'ai pas vu l'enfant gâté de notre enfance, mais un homme brisé dont la dépendance avait échappé à tout contrôle. Nos parents avaient favorisé son autodestruction tout en profitant de son chaos, transformant le dysfonctionnement familial en une entreprise criminelle. Mais j'ai aussi réalisé qu'aider Jake à payer ses dettes ne ferait que permettre au cycle de continuer. Quelqu'un devait briser le schéma de manipulation et de conséquences, même si cela signifiait laisser mon frère faire face à tout le poids de ses choix. Les usuriers me considérant maintenant comme faisant partie de la dette était un problème sérieux. Mais fuir ou les payer ne ferait que valider leur tactique et encourager de futures extorsions. Cette situation nécessitait une approche entièrement différente, une approche impliquant les forces de l'ordre et des conséquences juridiques pour toutes les personnes impliquées. De retour à Denver, je me suis rendu directement au poste de police du centre-ville avec une boîte de preuves. J'avais rassemblé les demandes de cartes de crédit frauduleuses, les captures d'écran des publications sur les réseaux sociaux de Jake contredisant l'histoire de l'hôpital, les dossiers des escroqueries de quartier de mes parents et la documentation du vol en milieu de travail d'Amanda que Brad m'avait fourni. La détective Sandra Williams était spécialisée dans les crimes financiers et les cas de fraude familiale. Elle avait la quarantaine, des cheveux grisonnants et le genre d'attitude patiente qui encourageait l'honnêteté des victimes et des témoins. Les murs de son bureau affichaient des certificats de divers cours d'enquête sur la fraude et des félicitations pour des cas réussis. Monsieur Reynolds, j'apprécie que vous vous soyez manifesté avec ces informations. Les crimes financiers impliquant des membres de la famille sont souvent les plus complexes car les victimes refusent fréquemment de coopérer avec les poursuites. J'ai passé 2 heures à détailler tout ce que j'avais découvert sur les activités criminelles de ma famille. La détective Williams a pris des notes et a posé des questions de clarification qui ont révélé qu'elle comprenait la dynamique psychologique de la manipulation familiale. Votre situation n'est pas inhabituelle, dit-elle. Nous voyons des fraudes familiales organisées plus souvent que les gens ne le pensent. Ce qui rend votre cas intéressant, c'est la composante inter-État avec les dettes de jeu de votre frère au Nevada. Détective Williams, suis-je légalement responsable des dettes de Jake envers ses usuriers? Absolument pas. Les accords verbaux conclus par des tiers sans votre connaissance ou votre consentement n'ont aucune valeur juridique. Cependant, la menace pour votre sécurité est réelle et passible de poursuite. Nous devrons nous coordonner avec la police métropolitaine de Las Vegas pour traiter l'extorsion criminelle. Elle a sorti un épais dossier et l'a posé sur son bureau. Monsieur Reynolds, je dois partager quelque chose avec vous. Nous enquêtons sur vos parents depuis 3 mois. Mon estomac s'est noué. 3 mois. Madame Chen, la voisine de vos parents, a déposé un rapport de fraude en septembre après avoir découvert que vos parents avaient menti sur le besoin d'argent pour des frais médicaux. Quand nous avons commencé à enquêter, nous avons trouvé un schéma de plainte similaire remontant à plus d'1 an. La détective Williams a ouvert le dossier, révélant des rapports de police de plusieurs victimes, les Johnson, les Malois, 3 membres âgés de l'église de mes parents, 2 anciens collègues de papa, et même mon conseiller d'orientation du lycée, à qui on avait dit que mes parents avaient besoin d'aide pour les frais funéraires d'un parent qui était en fait bien vivant. Le montant total du vol confirmé s'élève à 63 000 $ auprès de 14 victimes différentes. Nous avons monté un dossier, mais nous avions besoin de plus de preuves pour établir l'intention et le schéma. Votre refus de payer les 20 000 $ a en fait aidé à faire éclater l'affaire. Comment mon refus a-t-il aidé? Il les a forcés à accélérer leur calendrier et à commettre des erreurs. Quand leur coup prévu a échoué, ils ont commencé à approcher les victimes de manière plus agressive et avec des histoires moins crédibles. Madame Johnson nous a appelés quand vos parents lui ont demandé de l'argent pour aider avec votre prétendu traitement contre le cancer. J'étais écœuré. Ils ont dit aux gens que j'avais le cancer? Entre autres choses.
Plus ils devenaient désespérés, plus leurs mensonges devenaient élaborés. L'appel téléphonique d'hier était probablement leur dernière tentative pour un gros coup avant de disparaître avec l'argent qu'ils avaient accumulé. La détective Williams a expliqué que mes parents avaient prévu de fuir le pays. Ils avaient demandé des passeports en procédure accélérée et réservé des vols pour le Costa Rica pour la semaine suivante. Les 20 000 $ de moi et d'Amanda leur auraient fourni assez d'argent pour disparaître avant que des accusations criminelles ne puissent être déposées. Et le vol en milieu de travail d'Amanda. Nous nous coordonnons avec son employeur et le bureau du procureur de district. L'agence immobilière a pleinement coopéré depuis la découverte du détournement de fonds. Le vol d'Amanda s'élève à 47 300 $ sur 6 mois. Et la situation de Jake à Las Vegas. Nous avons contacté la police métropolitaine et le groupe de travail sur le crime organisé du FBI. L'opération d'usure dans laquelle votre frère est impliqué fait l'objet d'une enquête fédérale pour racket inter-État. Les dettes de votre frère pourraient en fait aider les procureurs à monter leur dossier contre l'organisation criminelle. L'ampleur de l'implication des forces de l'ordre était stupéfiante. Ce qui avait commencé comme un simple différend familial avait révélé de multiples enquêtes criminelles en cours, s'étendant sur plusieurs États et agences fédérales. Détective Williams, que se passe-t-il maintenant? Nous arrêterons vos parents demain matin pour fraude. Amanda sera arrêtée sur son lieu de travail pour détournement de fonds. Votre frère devra coopérer avec les enquêteurs fédéraux à Las Vegas, mais sa volonté de témoigner pourrait entraîner des accusations considérablement réduites. Et les menaces des usuriers? C'est de l'extorsion fédérale, et le FBI prend ces cas très au sérieux. La documentation de votre famille sur les menaces de Vincent Caruso aidera les procureurs, mais vous aurez besoin de mesures de protection jusqu'à ce que le coup de filet contre le crime organisé soit terminé. Elle m'a tendu des cartes de visite pour un défenseur des victimes, un spécialiste de la restauration de crédit, et un procureur fédéral qui s'occuperait des aspects inter-État de l'affaire. M. Reynolds, je sais que c'est accablant, mais votre décision de chercher de l'aide au lieu de payer a probablement empêché vos parents de victimiser des dizaines d'autres personnes. Ces schémas s'intensifient généralement jusqu'à ce que quelqu'un intervienne. Ce soir-là, j'ai appelé Lisa de mon appartement et je lui ai tout expliqué. Elle a écouté sans interrompre, haletant de temps en temps à des révélations particulièrement choquantes. Gary, je suis si fier de toi d'être allé à la police. Je sais que ça ne doit pas être facile. Ce n'est pas facile. Mais je n'arrête pas de penser à Madame Chen et aux autres voisins âgés que mes parents ont volés. Ces gens leur ont fait confiance et ont été volés pour leur gentillesse. Que se passe-t-il ensuite? La détective Williams veut que je sois présent demain quand ils arrêteront mes parents. Elle pense que ma présence pourrait les encourager à coopérer plutôt qu'à continuer de mentir. Veux-tu que je vienne avec toi pour te soutenir? En fait, oui. Je pense que je vais avoir besoin de tout le soutien émotionnel que je peux obtenir. Alors que je me préparais à dormir cette nuit-là, j'ai reçu un SMS d'un numéro inconnu. Votre situation familiale a été résolue. Aucune autre action requise. VC, Vincent Caruso avait apparemment appris l'enquête fédérale et avait décidé de limiter ses pertes plutôt que de risquer une surveillance accrue de la part des forces de l'ordre. Le groupe de travail sur le crime organisé du FBI avait agi plus vite que quiconque ne l'avait prévu, et la dette de Jake était devenue sans importance du jour au lendemain lorsque toute l'opération d'usure a été démantelée. Pour la première fois en 48 heures, j'ai dormi paisiblement, sachant que le cycle de manipulation et de fraude qui avait défini ma famille pendant des années touchait enfin à sa fin. Le lendemain matin, la détective Williams s'est arrangée pour que je sois présent lorsque des officiers en uniforme ont arrêté mes parents à leur domicile. Lisa était assise à côté de moi dans la voiture de police, me serrant la main alors que nous regardions la scène se dérouler à travers la fenêtre de leur salon. Maman a ouvert la porte en peignoir, et son visage est devenu blanc quand elle a vu les badges. Papa est apparu derrière elle, déjà habillé comme s'il s'attendait à ce moment. Les officiers leur ont lu leurs droits avec une efficacité professionnelle tandis que les voisins se rassemblaient sur leur pelouse pour assister au spectacle. À l'intérieur du poste de police, la détective Williams a conduit mes parents dans des salles d'interrogatoire séparées. Elle m'a demandé d'attendre dans la zone d'observation où je pouvais regarder à travers une vitre sans teint pendant qu'ils étaient interrogés. Votre présence ici envoie un message, a-t-elle expliqué. Ils doivent comprendre que leur principale victime coopère pleinement avec notre enquête. Papa a été le premier. Il a maintenu son air innocent pendant exactement 12 minutes avant que le poids des preuves ne brise sa résolution. Lorsque la détective Williams a présenté des relevés bancaires montrant la piste de l'argent provenant de diverses escroqueries,
il a finalement admis avoir emprunté de l'argent à des voisins et amis pendant des difficultés financières. Monsieur Reynolds, emprunter implique l'intention de rembourser. Pouvez-vous documenter un seul cas où vous avez rendu de l'argent à ces victimes? Nous prévoyons de rembourser tout le monde une fois notre situation améliorée. Votre situation s'améliorait par le biais de fraudes supplémentaires, pas de revenus légitimes. Vous êtes au chômage depuis 3 ans, mais vous avez dit aux victimes que vous aviez besoin d'une aide à court terme pour des revers temporaires. J'ai cherché du travail. Le marché de l'emploi est terrible pour les gens de mon âge. La détective Williams a placé des photos de demandes de passeport sur la table. Ces demandes de passeport en procédure accélérée et ces billets d'avion pour le Costa Rica suggèrent que vous prévoyez de fuir le pays, pas de rembourser des dettes. Les épaules de papa se sont affaissées alors qu'il réalisait la futilité de continuer à mentir. Je n'ai jamais voulu que les choses aillent aussi loin. Ça a commencé petit, juste demander de l'aide pour les factures, mais les gens continuaient à offrir de l'argent et nous continuions à accepter. Et les cartes de crédit ouvertes au nom de votre fils Gary? C'était différent. Gary a un bon travail et un excellent crédit. Nous savions qu'il pouvait gérer ses paiements mieux que nous. Est-ce que Gary vous a donné la permission d'utiliser son nom et son numéro de sécurité sociale? Pas explicitement, mais nous sommes une famille. On s'est dit qu'il comprendrait si nous lui expliquions la situation. La manière désinvolte dont papa justifiait le vol d'identité était glaçante. Dans son esprit, être parent avec quelqu'un accordait une permission automatique de voler son identité financière et de détruire sa cote de crédit. L'interrogatoire de maman était plus émotionnel, mais tout aussi révélateur. Elle s'est effondrée immédiatement lorsqu'on lui a montré les preuves des escroqueries de voisinage, sanglotant sur leur désespoir après que papa ait perdu son emploi. Madame Reynolds, le chômage de votre mari ne justifie pas de mentir à des voisins âgés sur de fausses urgences médicales. Nous ne pensions pas que c'était mentir. Nous avions vraiment besoin d'aide, et les gens semblaient heureux de contribuer quand ils pensaient que c'était pour une bonne cause. Voler l'argent de quelqu'un en prétendant avoir un cancer alors que vous êtes en parfaite santé est une fraude, pas une collecte de fonds créative. Nous n'avons jamais dit que j'avais spécifiquement un cancer. Nous avons juste mentionné des frais médicaux et laissé les gens tirer leurs propres conclusions. La détective Williams a présenté des enregistrements d'appels téléphoniques où maman affirmait explicitement avoir un cancer du sein et avoir besoin d'argent pour des traitements de chimiothérapie. Les enregistrements provenaient de Madame Johnson, qui était devenue méfiante et avait commencé à documenter leurs demandes. Madame Reynolds, c'est votre voix qui dit à Madame Johnson que vous commencez la chimiothérapie la semaine prochaine et que vous avez besoin d'aide pour les frais de médicaments. Le visage de maman s'est décomposé en écoutant ses propres mensonges diffusés dans la salle d'interrogatoire stérile de la police. J'avais peur. Nous étions sur le point de perdre la maison et Gary ne voulait pas nous aider. Amanda a ses propres problèmes et Jake doit de l'argent à des gens dangereux. Alors, vous avez décidé de résoudre les problèmes financiers de votre famille en volant des voisins âgés et en détruisant le crédit de votre fils Gary. Nous pensions que si nous pouvions juste réunir assez d'argent, nous pourrions tout arranger et rembourser tout le monde avec intérêt. Ce n'était pas censé être permanent. Après les 2 interrogatoires, la détective Williams a réuni mes parents dans une salle de conférence où j'attendais avec Lisa et l'avocat Martinez, l'avocat que j'avais engagé pour représenter mes intérêts dans la procédure pénale. Quand mes parents m'ont vu, maman a immédiatement fondu en larmes et s'est approchée de moi. « Gary, Dieu merci, tu es là. S'il te plaît, dis-leur que tout ça est un malentendu. Nous sommes une famille et les familles s'entraident dans les moments difficiles. » Je suis resté assis, ne faisant aucun mouvement pour la réconforter. « Maman, tu as volé mon identité et détruit ma cote de crédit. Tu as menti aux voisins en disant que tu avais un cancer. Tu t'es coordonné avec Jake pour m'arnaquer de l'argent, à moi et à Amanda, en prétendant qu'il était mourant dans un hôpital. Ce n'est pas la famille qui aide la famille. C'est de la fraude criminelle organisée. Papa a essayé ses tactiques d'intimidation habituelles. Gary, si tu coopères à ces accusations contre tes propres parents, ne t'attends pas à être le bienvenu dans cette famille. Je n'ai pas été le bienvenu dans cette famille depuis 28 ans, papa. La seule différence maintenant, c'est que je l'admets enfin. La détective Williams a placé un accord de plaidoyer complet sur la table. M et Madame Reynolds, le procureur de district est prêt à offrir des peines réduites en échange d'une coopération totale avec notre enquête et d'une restitution complète à toutes les victimes. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? A demandé papa. Des plaidoyers de culpabilité pour de multiples accusations de fraude,
5 ans de probation au lieu de la prison, et un plan de paiement pour rembourser les 63 000 $ volés aux voisins, plus 24 000 $ de dommages-intérêts pour la cote de crédit de votre fils. L'avocat Martinez s'est penché en avant. Mon client, Gary Reynolds, intentera également des poursuites civiles pour vol d'identité, atteinte au crédit et détresse émotionnelle. Ces procédures sont distinctes des accusations criminelles. Maman a regardé désespérément entre moi et la détective. Gary, tu ne peux pas les laisser nous mettre en prison. Nous sommes tes parents. Vous avez cessé d'être mes parents le moment où vous avez décidé de me traiter comme une victime au lieu d'un fils. Papa a tenté une dernière manipulation. Gary, pense à ce que cela fera à la réputation de la famille. Les enfants d'Amanda souffriront si leurs grands-parents ont des casiers judiciaires. Les enfants d'Amanda souffriront plus si leur mère va en prison pour détournement de fonds et si leur oncle se fait tuer par des usuriers. Quelqu'un doit briser ce cycle de crimes et de manipulation. Les négociations de plaidoyer ont duré 3 heures. Mes 2 parents ont finalement accepté de coopérer pleinement à l'enquête, y compris en fournissant des dossiers financiers complets et des listes de victimes. Ils plaideraient coupables d'accusations de fraude organisée, ne purgeraient aucune peine de prison en échange de 5 ans de probation sous surveillance, et commenceraient des paiements de restitution immédiats. Encore une chose, a dit la détective Williams. Nous avons trouvé des documents suggérant que vous avez perçu des paiements d'héritage destinés à Gary de la part de votre belle-mère décédée. Ces faux constituent des accusations criminelles supplémentaires, à moins que vous ne cédiez immédiatement la propriété de ces fonds. J'avais oublié le testament de grand-mère Hélène. Elle m'avait toujours favorisé parmi ses petits-enfants et m'avait apparemment laissé un héritage substantiel. Mes parents avaient intercepté et encaissé ces chèques pendant 3 ans, falsifiant ma signature sur des documents légaux. On parle de combien d'argent ? Ai-je demandé. La détective Williams a consulté ses notes. 67 400 $ en paiement d'héritage plus les intérêts accumulés et les pénalités pour les signatures frauduleuses. L'avocat Martinez a souri. Ce recouvrement d'héritage combiné au règlement civil compensera largement les dommages au crédit et la détresse émotionnelle que notre client a subis. Alors que nous quittions le poste de police cet après-midi-là, mes 2 parents ont été traités par le système carcéral du comté pour enregistrement et prise d'empreinte avant d'être libérés sur leur propre engagement en attendant la sentence formelle. Amanda avait été arrêtée sur son lieu de travail et ferait face à des accusations distinctes pour détournement de fonds. Jake a appelé de Las Vegas ce soir-là pour signaler que Vincent Caruso et toute son organisation avaient été arrêtés lors de raids fédéraux coordonnés. L'opération d'usure faisait partie d'une enquête plus large sur le racket qui durait depuis 18 mois. Gary, je n'arrive pas à croire que tout ça se passe si vite. Le FBI veut que je témoigne contre Vincent et ses hommes en échange de l'immunité de poursuite. Et ta dépendance au jeu, Jake ? Je vais entrer dans un programme de traitement en résidence la semaine prochaine. Crystal a fait des recherches sur des établissements, et il y en a un à Colorado Springs spécialisé dans la dépendance au jeu avec des traumatismes familiaux sous-jacents. Pour la première fois de notre vie d'adulte, Jake semblait sincèrement humble et engagé dans le changement. Le choc d'avoir failli être tué pour des dettes de jeu avait apparemment percé son déni sur la gravité de sa dépendance. Jake, j'espère que tu t'en tiendras au programme cette fois. Notre famille a besoin d'au moins une personne pour briser le cycle de dysfonctionnement. Je sais, mec. Je suis désolé pour tout. Je n'avais jamais réalisé à quel point nos parents t'avaient fait du tort jusqu'à ce que je le voie de l'extérieur. Alors que je raccrochais, Lisa m'a enlacé par derrière. Comment te sens-tu par rapport à tout ça ? Soulagé, épuisé, en colère, triste, à peu près toutes les émotions possibles. Regrettes-tu d'être allé à la police ? Pas une seconde. Ma famille avait besoin de conséquences, pas d'un autre complice. Peut-être que maintenant, ils changeront vraiment au lieu de simplement promettre de changer. Les procédures judiciaires se poursuivraient pendant des mois. Mais la crise immédiate était terminée. L'entreprise criminelle de ma famille avait été démantelée et toutes les personnes impliquées feraient face aux conséquences appropriées de leurs actions. Plus important encore, j'étais enfin libéré de la manipulation et du chantage affectif qui avait contrôlé ma vie depuis l'enfance. 6 mois plus tard, ma vie était complètement différente de ce qu'elle était tant ce petit matin où mon téléphone a sonné avec l'urgence fabriquée de ma mère. Les procédures judiciaires s'étaient terminées avec des résultats satisfaisants pour tout le monde, sauf pour les auteurs des divers crimes. Mes parents purgeaient leur peine de probation de 5 ans et effectuaient des paiements de restitution mensuels à leurs victimes. Papa avait trouvé un travail à temps partiel dans une quincaillerie,
tandis que maman avait pris un poste de réceptionniste dans un cabinet dentaire. Ils avaient quitté leur maison pour un petit appartement à Thornton, réduisant leur style de vie pour correspondre à leurs revenus légitimes pour la première fois depuis des années. Amanda a conclu un accord de plaidoyer qui comprenait la restitution complète à son employeur, 18 mois de probation sous surveillance et la participation obligatoire à un programme de traitement de la dépendance au jeu. Son mariage avec Brad a survécu à la crise, renforcé par son engagement envers l'honnêteté et la guérison. Elle m'avait écrit une lettre d'excuse sincère reconnaissant des années de participation à la manipulation familiale et exprimant un remords authentique pour ses actions. Jake a terminé avec succès son programme de traitement en résidence de 90 jours à l'établissement de Colorado Springs et était sobre du jeu depuis 4 mois. Il a trouvé du travail comme serveur dans un restaurant à Boulder et reconstruisait lentement sa vie sans le drame constant et les combines qui avaient défini son existence antérieure. Plus important encore, il avait coupé les ponts avec les complices et les associés de jeu, se concentrant plutôt sur le développement de relations saines et de stratégies d'adaptation. Ma cote de crédit avait été entièrement restaurée grâce aux protections contre le vol d'identité et à l'argent de l'héritage récupéré de grand-mère Hélène. L'indemnisation financière des règlements civils contre ma famille dépassait 112 000 $, que j'avais investi dans un portefeuille diversifié recommandé par un conseiller financier spécialisé dans les cas de recouvrement de fraude. Lisa et moi nous étions rapprochés à travers la crise, et son soutien indéfectible pendant les moments les plus sombres m'avait convaincu qu'elle était quelqu'un avec qui je voulais construire un avenir. Nous avions emménagé ensemble, et j'avais commencé à chercher des bagues de fiançailles, prévoyant une demande en mariage pour le matin de Noël. Le développement le plus inattendu a été mon implication dans un groupe de soutien pour les victimes de fraude familiale. La détective Williams m'avait mis en contact avec une organisation qui aidait les personnes ayant été financièrement abusées par des proches, et j'ai découvert que mon histoire n'était pas unique. Des centaines de familles à travers le Colorado faisaient face à des schémas similaires de manipulation, de vol et de chantage émotionnel déguisés en amour et en loyauté. J'ai commencé à prendre la parole lors de leurs réunions mensuelles, partageant mon expérience et encourageant d'autres victimes à fixer des limites et à chercher de l'aide. Beaucoup de gens luttaient avec la culpabilité d'envoyer potentiellement des membres de leur famille en prison. Et je pouvais comprendre ces sentiments tout en expliquant pourquoi la responsabilité était essentielle pour la guérison de chacun. La leçon la plus difficile que j'ai apprise, ai-je dit à une salle pleine de victimes de fraude le mois dernier, c'est que permettre un comportement destructeur n'est pas de l'amour. C'est de la lâcheté déguisée en loyauté. Le véritable amour exige le courage de faire ce qui est juste, même quand c'est douloureux. Une femme a levé la main. Comment gérez-vous les autres membres de la famille qui pensent que vous êtes cruel d'avoir porté plainte contre vos parents? Je leur rappelle que les victimes de mes parents étaient aussi les membres de la famille de quelqu'un. Madame Chen a 81 ans et a perdu l'argent de ses médicaments à cause de l'escroquerie au cancer de mes parents. Les Johnson sont des enseignants à la retraite qui ont donné à mes parents 3 000 $ qu'ils ne pouvaient pas se permettre de perdre. Mon travail n'est pas de protéger les criminels des conséquences. C'est de protéger les innocents de devenir des victimes. La guérison psychologique a été plus lente que la reprise financière, mais je faisais des progrès avec une thérapeute spécialisée dans les traumatismes familiaux. Le docteur Patricia Morgan m'a aidé à comprendre que mon rôle de bouc émissaire familial m'avait préparé à résister à la manipulation d'une manière que mes frères et sœurs ne pouvaient pas. Vos parents vous ont choisi comme cible principale parce que vous étiez émotionnellement indépendant, a-t-elle expliqué lors d'une de nos séances. Ils savaient que Jake et Amanda participeraient à des combines plutôt que de risquer de perdre leur approbation. Mais vous étiez toujours plus difficile à contrôler. Je pensais que le fait d'être l'étranger dans ma famille était une faiblesse. C'était en fait votre plus grande force. La distance émotionnelle que vous avez maintenue vous a protégé d'être entièrement endoctriné dans leur schéma de pensée criminelle. Lisa avait commencé à assister à certaines de mes séances de thérapie pour mieux comprendre la dynamique familiale qui avait façonné ma personnalité. Elle était stupéfaite par la complexité des tactiques de manipulation que mes parents avaient utilisées tout au long de mon enfance. Je n'avais jamais réalisé à quel point leur favoritisme était calculé, a-t-elle dit après une séance particulièrement révélatrice. Ils ont délibérément créé l'insécurité et la compétition entre vous et vos frères et sœurs pour maintenir le contrôle. Ce qui est fou, c'est à quel point cela semblait normal pendant que ça se passait. Je pensais que toutes les familles fonctionnaient avec un drame constant et des urgences financières. C'est la nature insidieuse de l'abus familial, a observé le docteur Morgan. Les enfants n'ont aucun point de référence pour des relations saines, alors ils supposent que leur expérience est universelle. Ma relation avec Jake avait évolué vers quelque chose qui ressemblait à une véritable fraternité pour la première fois de notre vie.
Il appelait régulièrement pour partager des nouvelles de sa guérison et demander des conseils sur la reconstruction de sa vie. La dynamique entre nous était complètement différente sans nos parents orchestrant la compétition et le ressentiment. « Gary, j'ai besoin de te demander quelque chose », a-t-il dit lors d'une de nos conversations téléphoniques. « Comment as-tu résisté à la manipulation de maman et papa pendant tant d'années ? Je suis tombé dans tous les pièges de culpabilité et toutes les histoires larmoyantes qu'ils ont jamais inventées. Honnêtement, Jake, je pense que j'étais juste trop en colère pour être efficacement manipulé. Quand quelqu'un te traite comme une ordure pendant 25 ans, tu arrêtes de te soucier de son approbation. J'aurais aimé comprendre ça plus tôt. J'ai perdu tellement de temps à essayer d'être leur fils parfait pendant qu'ils me préparaient à l'échec. L'important, c'est que tu l'aies compris avant que ça ne te tue. Les hommes de Vincent Caruso ne jouaient pas, je sais. Parfois, je pense à ce qui se serait passé si tu avais payé ces 20 000 $. Ils auraient probablement demandé plus d'argent 6 mois plus tard avec une nouvelle urgence. Il avait raison. Payer la rançon aurait validé leur tactique et encouragé l'escalade. Chaque manipulation réussie leur apprenait que leur stratégie fonctionnait et que les victimes finiraient par céder sous une pression suffisante. L'enquête policière avait révélé que mes parents prévoyaient de disparaître définitivement après avoir collecté assez d'argent de leur dernière série d'escroqueries. Ils avaient fait des recherches sur les pays sans traité d'extradition et consulté des personnes spécialisées dans l'aide aux criminels pour établir de nouvelles identités à l'étranger. Mon refus de coopérer ne m'avait pas seulement sauvé 20 000 $. Il les avait empêchés de fuir complètement la justice avec succès. Madame Chen, la voisine âgée de mes parents qui avait la première signalé leur fraude, était devenue une amie improbable. Elle m'invitait souvent pour les dîners du dimanche et me traitait comme le petit-fils qu'elle n'avait jamais eu. Sa gentillesse a aidé à guérir certaines des blessures émotionnelles laissées par le rejet et l'abus de mes parents. Gary, mon cher, j'espère que tu comprends que le comportement de tes parents reflète leur caractère, pas ta valeur en tant que personne, m'a-t-elle dit lors d'une de nos visites. N'importe quel parent serait fier d'avoir un fils avec ton intégrité et ton courage. Ces mots signifiaient plus pour moi que toute l'approbation que j'avais jamais cherchée de ma famille biologique. L'acceptation inconditionnelle de Madame Chen m'a montré à quoi ressemblaient réellement des relations familiales saines. En réfléchissant aux 6 derniers mois, j'ai réalisé que l'appel de 2h17 du matin avait été un cadeau déguisé en crise. Il m'a forcé à choisir entre continuer des décennies de complicité ou finalement me défendre et défendre les victimes innocentes. La décision de raccrocher et de me rendormir n'était pas insensible. C'était la première limite saine que j'avais jamais fixée avec ma famille. Tout ce qui a suivi, de l'enquête policière aux accusations criminelles, en passant par ma guérison et ma croissance, découlait de ce seul moment de refus de participer à la manipulation. J'avais appris que parfois, la chose la plus aimante que l'on puisse faire pour les membres de sa famille est de leur permettre de faire face aux conséquences de leurs choix au lieu de les protéger de la réalité. L'expérience m'a appris que la famille n'est pas définie par les liens du sang, mais par le respect mutuel, l'honnêteté et un souci sincère du bien-être de chacun. Ma famille choisie comprenait maintenant Lisa, Madame Chen, mon groupe de soutien thérapeutique et les quelques parents comme Jake qui s'étaient engagés dans la croissance et le changement. Le système judiciaire avait rendu justice aux victimes de mes parents, mais la guérison personnelle nécessitait le pardon, des limites et le courage de construire de nouvelles relations basées sur des principes sains. J'ai découvert que briser les cycles d'abus n'est pas cruel. C'est un acte d'amour qui protège les générations futures de répéter les mêmes schémas destructeurs. Plus important encore, j'avais appris à faire confiance à mon instinct et à valoriser mon propre jugement par rapport aux opinions des autres, surtout lorsque ces personnes avaient démontré qu'elles n'avaient pas mes meilleurs intérêts à cœur. L'appel téléphonique qui m'a réveillé à 2h17 du matin avait en fait été un signal d'alarme au sens le plus profond, marquant le début de ma vraie vie en tant qu'adulte indépendant qui refusait d'être manipulé par quiconque, quelle que soit notre relation. Maintenant, en écrivant cette histoire, je veux vous demander quelque chose qui me trotte dans la tête depuis que je partage ces expériences avec d'autres. Vous êtes-vous déjà retrouvé à trouver des excuses pour des membres de votre famille dont le comportement franchit des limites morales claires ? Parfois, nous nous convainquons que la loyauté signifie protéger les gens des conséquences de leurs propres choix. Mais j'ai appris que le véritable amour exige le courage de faire ce qui est juste, même quand c'est douloureux. Quelle est votre expérience en matière de fixation de limites dans des relations familiales difficiles ? J'adorerais lire vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Si cette histoire a résonné en vous ou vous a aidé à voir votre propre dynamique familiale sous un angle différent, veuillez aimer cette vidéo et envisager de vous abonner pour plus de contenu sur la façon de surmonter le dysfonctionnement familial et de construire des relations plus saines.
Partager cette vidéo pourrait également aider quelqu'un dans votre vie qui lutte avec une manipulation ou un abus similaire. Merci d'avoir écouté mon histoire et de m'avoir permis de partager ce que j'ai appris sur la différence entre la complicité et l'amour. J'espère que cela vous encouragera à faire confiance à votre instinct, à fixer des limites saines et à ne jamais vous excuser de vous protéger, vous et les autres, des personnes qui voient la gentillesse comme une faiblesse à exploiter. Prenez soin de vous et rappelez-vous que vous méritez des relations bâties sur le respect et un souci sincère.